Bonjour les troisièmes. Alors, je reviens pour commencer sur la nouvelle Le Reflet. Donc, je vous avais demandé d'essayer de deviner la fin. Alors, je vous rappelle donc que c'était un personnage assez antipathique, un aveugle, fortement raciste, qui ne supportait pas l'idée que des Noirs puissent travailler pour lui, ni même qu'ils aient inventé une opération qui puisse lui rendre la vue, et qui donc se fait opérer. Le chirurgien retira enfin les pansements. Le vieux ouvrit prudemment les yeux et poussa un cri terrible. Un noir à l'air terrible lui faisait face. Il se tourna vers le chirurgien terrorisé. « Qu'est-ce que ça veut dire? Foutez-le dehors !» Le toubib qui nettoyait les instruments s'approcha doucement de lui, posa la main sur son épaule et l'obligea à regarder droit devant lui. « Alors il faut que vous sortiez. Ce que vous avez devant vous s'appelle une glace, monsieur. Ceci est votre reflet. » Donc, ironie du sort, hein, cette personne ignoblement raciste se trouve être elle-même noire de peau. Alors évidemment, c'est pas très vraisemblable qu'il soit noir sans le savoir, mais bon, c'est pour l'effet de chute. Hein. Et la découverte atroce à la fin, puisqu'il se trouve face à ce qu'il déteste le plus, c'est que ce qu'il voit en face de lui est son propre reflet. Donc voilà, je tenais à vous signaler aussi que j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Débat au pluriel, de manière à pouvoir justement faire des débats entre nous ou des tours de table. Donc si ça vous intéresse, communiquez-moi vos coordonnées téléphoniques pour que je puisse vous ajouter au groupe. Voilà. Pour ce qui est du mot du jour, donc de bonnes utilisations, hein, comme les médecins n'enjolivent pas la situation, ou la musique enjolive le confinement, ou encore le confinement est propice à la promiscuité. Par contre, pas d'utilisation de en toute impunité. Voilà. Alors, je vais maintenant vous lire une nouvelle qui s'intitule « Cauchemar en blanc ». Alors, en fait, ça fait partie d'un recueil de Frédéric Brown, B-R-O-W-N. Je vous avais déjà lu Cauchemar en jaune, c'était l'histoire de cet homme qui tuait sa femme et qui, après, se trouvait avec son cadavre à la main devant une foule qui l'attendait pour un anniversaire surprise. Alors là, je vais vous lire Cauchemar en blanc et je vous invite pour demain à lire Cauchemar en bleu et à faire les questions qui vont avec. Hein. Donc, vous tapez Cauchemar en bleu Frédéric Brown, B-R-O-W-N, et vous allez trouver tout de suite, dans les premières réponses que vous aurez, le texte suivi de quelques questions assez faciles, assez basiques. Donc là, je vous lis Cauchemar en blanc. Il se réveilla brutalement. Il était d'un seul coup parfaitement éveillé, et il se demandait pourquoi il s'était laissé aller à s'assoupir, alors qu'il n'en avait absolument pas eu l'intention. Il regarda son bracelet montre lumineux, parfaitement visible dans l'obscurité totale, et vit qu'il était à peine plus de 23 heures. Cela le soulagea. Il n'avait donc fait qu'une très courte sieste. Il s'était couché sur ce stupide canapé moins d'une demi-heure auparavant. Il était de toute façon trop tôt pour que sa femme vienne, si elle en avait l'intention. Il lui fallait attendre que son emmerdeuse de sœur, excusez l'expression, soit endormie et bien endormie. C'était une situation ridicule. Ils n'étaient mariés que depuis 3 semaines. Ils rentraient de leur lune de miel et c'était la première fois qu'ils se trouvaient au lit seuls depuis leur mariage. Et tout ça à cause de Déborah, la sœur de Betty, qui les avait invités à dormir chez elle, alors qu'ils étaient juste passés lui dire bonjour. 4 heures de route de plus et ils auraient été chez eux. Mais Déborah avait insisté encore et encore, finissant par l'emporter. Comme il était vraiment fatigué, il s'était dit qu'après tout, une nuit d'abstinence ne lui ferait pas de mal. Il y avait du vrai dans ce que disait Déborah. Il va mieux repartir le lendemain matin, frais et dispo. L'appartement de Déborah ne comprenait évidemment qu'une seule chambre à coucher, et il avait su d'avance, en acceptant son invitation, qu'il ne pourrait pas accepter l'offre qu'elle faisait de dormir sur le canapé en leur laissant la chambre à Betty et à lui. Il y a des limites à ne pas dépasser, même chez sa sœur célibataire, adorable et tendrement aimée. Mais il était sûr, ou presque sûr, que Betty attendrait le moment où Déborah dormirait à point fermé pour venir lui faire un petit câlin. Elle serait sans doute trop timide pour lui offrir plus, de crainte de faire du bruit et de réveiller Déborah. Mais elle viendrait sûrement lui souhaiter bonne nuit, mieux qu'il ne s'était permis de le faire sous les yeux de sa sœur. Elle viendrait sûrement, ne serait-ce que pour lui donner un vrai baiser. Et si elle acceptait d'aller plus loin, il ne demanderait pas mieux. Il avait donc décidé de ne pas s'endormir tout de suite et de rester éveillé à l'attendre pendant 1 heure au moins. Elle viendrait sûrement.
Oui, la porte s'ouvrait doucement dans l'obscurité et se refermait avec un bruit de loquet à peine perceptible. Il y eut le doux glissement de la chemise de nuit ou de la robe de chambre, du moins quelque chose de léger qui tombait, puis elle fut sous la couverture à côté de lui, serrant son corps contre le sien. Il n'eut guère de conversation, il lui dit « Chérie », et elle ne répondit que par un « chut » légèrement murmuré. Mais à quoi bon s'en dire davantage? Ils ne se dirent rien pendant les minutes si longues et si courtes qui s'écoulèrent, jusqu'à ce que la porte s'ouvrit à nouveau, inondant cette fois la pièce d'une lumière éblouissante en provenance de la chambre, et découpant dans l'embrasure de la porte l'aurore blanche de la silhouette de sa femme Betty, droite comme un i, et qui commençait à hurler. Donc vous avez bien compris ce qui s'est passé, et que la personne qui s'est glissée dans le lit à ses côtés n'était pas Betty, mais sa sœur Déborah, et que donc c'est sa belle-sœur qui est venue le rejoindre. Alors, pourquoi cauchemar en blanc? Cauchemar en blanc parce qu'il y a une référence au mariage, puisqu'ils reviennent de voyage de noces. Signification de quelques mots, on vous dit qu'il s'est assoupi sur le canapé. Assoupir, c'est s'endormir souvent de manière imprévue et incontrôlée. Ah, désolé, je m'étais assoupie, et en général, ça dure peu de temps. L'abstinence, c'est la privation de quelque chose. Ici, puisqu'il va dormir seul, je vous laisse imaginer de quelle abstinence il est question. Le loquet de la porte, c'est l'actionnement de la clenche qui l'ouvre. Être dispo, ça veut dire être en bonne forme, donc il accepte de rester dormir pour être en meilleure forme. Et l'embrasure de la porte, c'est une fois que la porte est ouverte, l'espace délimité par le cadre de la porte. Donc c'est vraiment tous les montants qui entourent la porte. On appelle ça l'embrasure. On franchit l'embrasure pour rentrer dans une pièce. Alors, le personnage essaie de lutter contre le sommeil. Pourquoi? Évidemment, parce qu'il espère que sa femme vienne le rejoindre. Pour quelles raisons se sont-ils arrêtés chez Déborah, la belle-sœur? Pour lui dire bonjour puisqu'elle était sur leur route. Pourquoi doit-il dormir sur le canapé? Eh bien parce qu'il n'y a qu'une seule chambre et que donc les deux sœurs dorment ensemble dans la chambre. Et quel argument Déborah a-t-elle utilisé pour les convaincre? Eh bien de le dire qu'ils seraient plus en forme le lendemain pour terminer leur route, bien entendu, puisqu'il leur reste encore 4 heures de route. Alors, je souhaiterais revenir sur l'utilisation très abondante dans ce texte du conditionnel. Alors, je vous rappelle que le conditionnel est un mode qu'on utilise pour des actions qui sont incertaines, pour des souhaits et pour des actions qui sont soumises à une condition. Ça peut également servir pour un futur dans le passé. Par exemple, il ne savait pas qu'il repartirait le lendemain. Donc, on a des utilisations à propos de l'éventuelle venue de la femme du narrateur, puisqu'effectivement ici, c'est pas tout à fait le narrateur, puisque c'est écrit à la 3e personne du singulier, mais on a quand même un point de vue interne, et puisque l'auteur se met dans la peau du personnage, même s'il le désigne par « il », et on sait tout ce qu'il pense, donc le point de vue est interne. Il était sûr ou presque que Betty attendrait le moment où Déborah dormirait, donc ça, on est ici dans du conditionnel de futur dans le passé, puisqu'il y a un moment où on sait qu'elle va dormir, mais qui n'est pas encore arrivé. Et ensuite, elle viendrait sûrement, il n'en est pas sûr, mais presque sûr. Elle viendrait sûrement, il le répète plusieurs fois. Je vous rappelle que le conditionnel se forme avec le radical du futur et les terminaisons de l'imparfait. Donc c'est un mode qui est très facile à construire. Également une utilisation de l'imparfait du subjonctif dans la fin du texte. De longues minutes s'écoulèrent jusqu'à ce que la porte s'ouvrit à nouveau. S'ouvrit, I, accent circonflexe, T. Je vous rappelle qu'au passé simple, vous n'avez jamais d'accent circonflexe à la 3e personne du singulier, ni de T derrière le I. Donc vous reconnaissez l'imparfait du subjonctif à cette forme très particulière. Ni de T derrière le A, pardon, derrière le I, on en a bien entendu.
fondu. Mais l'accent circonflexe, en tout cas, c'est vraiment la marque absolue de l'imparfait du subjonctif. Donc si vous en rencontrez dans un texte, vous pouvez le repérer. C'est une forme vraiment très atypique. Alors, je reviens aussi sur un accord du participe passé. Déborah, la sœur de Betty, qui les avait invités à dormir chez elle. Donc, subordonnée relative, qui les avait invités. L'antécédent, c'est Déborah qui les a invités. Et qui les avait invités, on va l'écrire ES, parce que c'est l'auxiliaire avoir, certes, mais on a un COD placé avant, puisque qui les avait invités à dormir, les remplace le couple de jeunes mariés, et il est donc placé avant le verbe, ce qui fait qu'on accorde, les avait invités, donc ES. Par contre, si on avait dit « elle avait invité les deux personnes à dormir », là, le COD étant placé derrière, il n'y aurait pas de S à inviter. Je vous signale aussi un emploi du subjonctif présent, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Il était de toute façon trop tôt pour que sa femme vienne. Pour que sa femme vienne, c'est du subjonctif présent. Donc voilà pour ce texte Cauchemar en blanc. Donc je vous rappelle de ne pas oublier de lire Cauchemar en bleu. Et je vous lis une autre nouvelle. Alors, nouvelle qui s'intitule Un sprint. Deux ombres, l'espace d'un instant, il fait nuit, la lune est à son quart. À cet endroit précis, le mur s'arrête, une grille haute de 3 mètres prend la relève. De nouveau un sprint. Les deux ombres disparaissent derrière une butte. De la poussière flotte, soudain éclairée par un faisceau lumineux puissant. La lumière lèche le sol, adhère au relief, disparaît. Les deux ombres sont celles des deux garçons. J'ai la trouille. Ils sont allongés sur le ventre, plaqués au sol. Tu vas pas recommencer. Celui qui vient de parler s'appelle Menahem. Je ne recommence pas, mon pote, je me demande simplement dans quelle galère je me suis laissé entraîner. Celui-ci se prénomme Eliakoum, dit Elia. On y va, lance Menahem. Il se lève d'un bond, parcourt une faible distance avant de se jeter à terre. Elia lui empointe aussitôt le pas. On va se faire prendre, murmure-t-il après avoir rejoint Menahem. Le faisceau lumineux encore. Il balaye l'espace, coule sur les deux garçons qui frissonnent quand ils le sentent sur eux. T'as les bombes demande Menahem. Dans ma veste, répond Elia. Menahem se lève, court, plonge. Elia limite. À cette allure, on sera encore là demain, ronchonne Elia. Tu veux quoi, qu'on se balade les mains dans les poches en sifflotant et au passage on fera un petit signe de la main à celui qui tient le projecteur là-haut dans son mirador, c'est ça? Dis pas d'ânerie, t'en fais déjà suffisamment comme ça, réplique Elia. La lumière à nouveau. Elle lèche le sable. Le frère de Menahem est dans l'armée israélienne. Il termine son service dans une unité chargée de contrôler la frontière avec le territoire palestinien pendant la construction du mur. Il y a 22 ans, depuis qu'il est en uniforme, il s'est mis à boire plus que de raison. Il a 22 ans, pardon. La veille, il a mangé à la maison, il a bu, il a fanfaronné. Quand il est pompette, il se laisse aller. Leur père était sous le charme de son grand garçon devenu un homme. La mère retenait ses larmes. Deux ombres, une course, de la poussière. T'es certain qu'il n'y aura pas de patrouille avec les chiens? S'inquiète Elia. Garanti, mon frère a joué les frères à bras hier soir. Il nous a donné des détails sur les patrouilles de la semaine, comme si c'était lui le grand Manitou. La lune a gravi un cran dans le ciel étoilé. Dans les jours à venir, il pleuvra. La terre se gonflera d'eau. Elle fera ses réserves et ce sera alors le printemps. On peut lui faire confiance à ton frère? Comme à moi, répond Menahem. C'est justement ce qui m'inquiète. Lumière, ombre, une nouvelle cavalcade. Les deux garçons sont maintenant au pied du grillage. On en a 6, c'est ça, dit Menahem. Ouais, c'est ça. Fais gaffe, s'écrie Menahem. Le projecteur! Les deux garçons s'enfoncent tant qu'ils peuvent dans le sol. Leur respiration soulève de la poussière devant leur bouche. Sors-les, dit Menahem, une fois que la lumière s'est éloignée. Elia se tortille, il fouille dans ses poches où il extirpe, une par une, les 6 bombes. Voilà, dit-il. Parfait. Ça va fonctionner, t'es sûr? Évidemment, répond Menahem. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est juste des jouets? C'est artisanal, mais efficace, fais-moi confiance. Le faisceau de lumière peint la lune en jaune. Les deux garçons mettent leurs mains sous eux. Leur blancheur pourrait les trahir. Le frère de Menahem lui a raconté l'histoire d'un terroriste palestinien qui avait été découvert au moment de franchir la frontière en fraude. Dans la nuit, ses mains, telles des sémaphores, étaient visibles à plusieurs centaines de mètres. Ça avait été un jeu d'enfant de l'arrêter et de l'enfermer, même si ce n'était qu'un paysan qui cherchait à fuir sa misère. « Feu !» commande Menahem. Il s'empare d'une bombe, la balance par-dessus le grillage. Un ploc sourd se fait entendre de l'autre côté, dans le no man's land qui les sépare du pays voisin. Elia, à son tour, en lance 2, coup sur coup. Ploc, ploc. Pas si difficile que ça, se vante-t-il. Les deux garçons jettent le reste des projectiles. C'est fini. Il leur semble qu'ils ont accompli une grande chose, presque un acte d'héroïsme. On ne va pas s'éterniser, bougonne Elia. Faudrait pas se faire attraper maintenant. On n'est pas si pressé que ça. Elles ne vont pas exploser tout de suite. Tu sais bien qu'elles sont à retardement.
Les deux garçons ricanent. Elia pousse Menahem du coude qui riposte, et ainsi de suite plusieurs fois. Lumière, silence. Le projecteur continue sa course à la recherche d'une proie. Menahem et Emilia sont calmés. On file, dit Menahem. Les deux garçons recommencent en sens inverse leur danse avec la lumière. À l'aube, ils ont regagné leurs lits respectifs sans encombre. 2 mois plus tard, Menahem, son frère le militaire et ses parents sont à table. Son frère s'essuie la bouche avec sa serviette. Visiblement, il y a quelque chose d'important à dire. « Vous savez pas quoi ?» C'est la phrase rituelle qu'il prononce chaque fois qu'il veut se rendre intéressant. Il se laisse s'écouler 30 secondes afin de ménager ses effets. Il vérifie que tout le monde a cessé de manger, puis il continue. Il se passe un truc incroyable dans le No Man's Land, dit-il, à l'endroit où les travaux du mur ont été stoppés après que le monde entier a montré notre gouvernement du doigt. Le père secoue la tête et le coupe. « Ah, la politique, à quoi cela nous mènera-t-il » soupire-t-il en haussant les épaules. « Alors, s'impatient Menahem, c'est quoi ce truc si formidable ?» J'ai dit incroyable, répond son frère, pas formidable, moustique. Bref, vous ne devinerez jamais. Alors, dis, s'irrite le père, tu nous fais mourir de curiosité. J'arrêterai là, bien entendu. À vous d'essayer de deviner. C'est pas franchement évident, hein. Et totalement inattendu, bien sûr, puisque c'est une nouvelle chute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas Cauchemar en bleu. Je ne vous ai pas donné de mot du jour. Le mot du jour va être No Man's Land. Le No Man's Land, c'est un endroit pendant la guerre entre deux armées opposées. Hein. Donc ici, c'est ce qui sépare Israël et la Palestine. Et notamment pendant la guerre de 14, hein, il y avait les tranchées de chaque côté. Et au milieu, le No Man's Land, qui souvent était un espace un peu lunaire, puisqu'à force d'être bombardé, il n'y avait plus ni herbe, ni végétation quelconque, des morceaux d'arbres à moitié calcinés, ça leur donnait un air vraiment étrange. Hein. Donc, No Man's Land. Bon courage et à demain.